à l'école des hautes études en sciences sociales. La bataille des boules puantes a déjà commencé pour la présidentielle 2017. Plusieurs médias sont concentrés surtout sur l'affaire de François Fillon. Ses partisans disent que le timing de cette attaque n'est pas anodin. Qu'en pensez-vous ? Alors oui, c'est clair. Le timing de l'attaque n'est pas anodin. Il est très clair qu'on a cherché à faire trébucher, qu'on a peut-être réussi d'ailleurs à faire trébucher François Fillon. Mais il faut quand même dire qu'il y a une réalité, non pas une réalité légale. On sait très bien qu'en France, les parlementaires sont à peu près libres d'employer qui ils veulent, y compris des membres de leur famille, comme assistants parlementaires, et que le travail d'un assistant parlementaire n'est pas défini. Il n'y a aucune définition légale. Donc, je pense qu'on ne trouvera pas de preuve de l'illégalité de ce qu'a fait M. François Fillon. Mais tout le monde comprend que rémunérer sa femme à hauteur de 7 800 € bruts par mois, ce qui a été l'un des derniers salaires qu'il lui a donné, c'est quand même un peu excessif. Même si je veux bien comprendre que Mme Pénélope Fillon pouvait travailler pour son mari. Ça arrive constamment, si vous voulez, que des femmes travaillent pour leur mari, fassent la secrétaire, fassent l'assistante, mais ça arrive constamment. Bon, elles ne sont quand même pas rémunérées à ce niveau-là. De même, le fait que Mme Pénélope Fillon ait touché une somme énorme, plus de 100 000 € de la Revue des Deux Mondes, pour 2 fiches de lecture, ça apparaît quand même un petit peu excessif. Donc, on voit bien que le problème n'est pas la légalité de ce qu'a fait M. François Fillon. Je pense que cette légalité ne sera pas mise en cause, mais c'est le principe moral, c'est la légitimité. Et d'autant plus que M. François Fillon veut imposer une cure d'austérité sans pareil aux Français. Donc, quelle est sa légitimité à parler d'austérité quand il fait ce genre de choses? Donc ça, si vous voulez, c'est un problème tout à fait évident. Maintenant, il est clair aussi que dans le déclenchement de cette affaire, il y a beaucoup de politique. Mais ça, je pense que M. Fillon n'est pas tombé de la dernière pluie. Il savait qu'à partir du moment où il se présentait à l'élection, à partir du moment où il avait été désigné comme le candidat pour les Républicains et où il avait gagné de manière assez brillante la primaire organisée par les Républicains, il serait attaqué. Donc, alors pourquoi ne pas avoir sorti cette affaire avant justement la primaire, avant par exemple le deuxième tour de la primaire où les sondages lui étaient assez favorables? Je pense parce qu'il n'y avait pas le temps de le faire, si vous voulez. Là, les gens qui ont organisé ça ont été visiblement pris de court. Par ailleurs, on peut penser que ces informations, les informations qui ont été révélées sur le compte de M. François Fillon, sont des informations qui étaient probablement connues soit de ses amis politiques. Autrement dit, il aurait été trahi par les siens. Mais ça, c'est aussi Rachida Dati a quand même nié 4 fois devant Bourdin. Je n'ai pas parlé de Mme Dati. Je n'ai pas parlé de Mme Dati. Je dis simplement être trahi par les siens est un grand classique dans la vie politique française. Bien. Ou alors, on peut penser que c'est une opération qui aurait été montée par l'Élysée. On ne le sait pas et je ne pense pas qu'on le saura, en tous les cas, pas avant quelques mois, voire quelques années. Mais fondamentalement, M. François Fillon devait savoir qu'il serait soumis à ce genre d'attaque et sa réaction très embarrassée devant ces attaques prouve qu'il n'était pas préparé à ce genre d'attaque et ça prouve quand même un très grand amateurisme de sa part. Alors, est-ce que c'est fini pour lui, pour la présidentielle 2017 ou pas encore? Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit fini, mais il est très clairement en difficulté et il faudra voir dans les jours qui viennent. Est-ce qu'il va surmonter ces difficultés ou est-ce qu'il va complètement s'écrouler? On le saura, je pense, quand seront publiés des sondages en début de semaine prochaine où on pourra d'une certaine manière voir quelle a été la réaction de l'opinion aux différentes conférences de presse qu'il a données. Bon, je pense que c'est quelque chose que l'on saura d'ici 1 à 2 semaines, mais il n'est pas impossible effectivement qu'il soit amené à se retirer. Il a bien dit qu'il va quand même respecter le choix du peuple qu'il a placé justement pour représenter les Républicains à la présidentielle. Oui, tout à fait. Mais je pense que si il devait s'effondrer dans les sondages, il serait abandonné par pas la totalité, mais disons 80% de ses soutiens, et il ne pourrait plus maintenir sa candidature. Pour revenir aux boules puantes, il y
Il y en avait d'autres qui ont été lancés face à Emmanuel Macron. Il aurait financé sa campagne, sa plateforme politique En Marche, par les fonds de Bercy. Et les médias ne semblent pas être intéressés par cette affaire. Pourquoi, à votre avis? Alors, oui, il y a effectivement cette accusation, ou plus précisément, qu'il aurait utilisé les moyens qu'il avait en tant que ministre, donc en tant que ministre de l'économie, pour faire des levées de fonds, et pour faire en particulier des levées de fonds à l'étranger. Bon. Après, il est très clair que M. Emmanuel Macron est actuellement le chouchou des médias. Il est le chouchou de l'Express, il est le chouchou du Point, il est le chouchou du Figaro. Bon, bien sûr, les journaux ne vont pas tirer sur un candidat qui, d'une certaine manière, leur plaît tellement. Et vous l'expliquez comment, cet attrait d'Emmanuel Macron par les médias? Bien, par deux choses. Politiquement, il est le véritable héritier de François Hollande. On est absolument sûr que si jamais il se révélait devoir être élu au mois de mai, la politique française serait exactement celle qui aurait été menée par François Hollande, avec le même tour extrêmement européen, on peut même dire européiste, avec le même type d'austérité, avec le même type de mesures contre les classes populaires, avec le même type de loi, par exemple la loi travail. Donc on est vraiment dans la continuité. Et il faut dire que la continuité, c'est ce qui plaît le plus aux journaux. Parce que dans la continuité, voilà, on sait où on va. Bon, ça, c'est une première chose. Et puis, il y a une autre raison, c'est une raison beaucoup plus idéologique. Monsieur Emmanuel Macron représente, d'une certaine manière, l'image du gendre idéal. Voilà. Et il n'est pas le premier, si vous voulez. L'image du gendre idéal, ça avait déjà été l'image de Valéry Giscard d'Estaing quand il avait fait campagne en 1974. Après, on avait dit que c'était le cas pour M. Laurent Fabius quand il avait été Premier ministre. Donc, il y a une grande tradition en France qu'il y a à un moment donné des hommes politiques qui apparaissent comme le gendre idéal. Bon. Mais il n'a pas encore révélé son programme. Il a promis vers le mois de mars. Mais il n'a pas de programme. Pourquoi voulez-vous qu'il révèle quelque chose qui n'existe pas? Mais alors, comment il se présente sans avoir programme? Il dit bien qu'il y aura un contrat avec la nation. Ça veut dire quoi? Il y aura un contrat sur sa personne, si vous voulez. Mais il faut comprendre que dans le type d'opération politique qui est construite de manière à mettre M. Macron en selle, on va éviter autant que possible de donner des indications sur le programme. Parce que si vous donnez un programme, vous pouvez être attaqué sur votre programme. C'est tout à fait naturel. Il y a des gens qui seront pour, il y a des gens qui seront contre. Mais on va pouvoir discuter, on va pouvoir dire, ah ben, vous faites cette proposition, mais cette proposition, elle va coûter tant, etc. Et on va rentrer à ce moment-là dans un vrai débat. Il veut surtout éviter ce genre de débat et dire, voilà. Et vous pensez que cette stratégie aura du succès? Alors, elle peut avoir du succès, tout à fait. Elle peut avoir du succès jusqu'à un certain point. Je dis bien jusqu'à un certain point parce que, d'une certaine manière, pour pouvoir jouer ce type de personnage, pour pouvoir jouer le type de personnage qui dit, voilà, moi j'ai pas besoin de programme, vous me connaissez, je vais passer un contrat directement avec les Français. Il faut avoir déjà eu une profonde expérience de la chose politique. Le général de Gaulle pouvait se permettre de faire ça. Le général de Gaulle n'a pas présenté de programme en 1958 quand il est revenu. Il a dit, faites-moi confiance, je réglerai d'une manière ou d'une autre la question de la guerre d'Algérie, je redresserai la France. Bon. Et comme il avait quand même donné des signes de son expérience, que ce soit pendant la guerre ou que ce soit d'ailleurs dans les années de l'immédiate après-guerre, en 1945 et 1946, on pouvait lui faire confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance à Emmanuel Macron? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi? Mais si vous voulez, tout simplement, je ne dis pas que il ne soit pas un jeune homme intelligent, mais il n'a donné, pour l'instant, aucune preuve de ses capacités. Les fameuses lois Macron qui ont été prises, que ce soit la loi dite Macron 1 ou la loi dite Macron 2, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans l'ensemble des compagnies d'autocars qui ont été créées? Voilà, on a dit, voilà, on va relancer l'économie en supprimant le monopole de la SNCF sur les autocars et en créant des compagnies d'autocars. Bon, il y en a 7 ou 8 qui ont fait faillite et aujourd'hui, il n'en reste plus que 3. Bon, aujourd'hui, il y a moins de gens qui travaillent dans ce secteur qu'il n'y en avait il y a quelques années. Bon, donc on voit très bien que, d'une certaine manière, les différentes mesures qu'il avait proposées se sont effondrées. Donc, on ne peut pas dire qu'il puisse donner confiance, si ce n'est en jouant uniquement sur une question d'image, si vous voulez, et il va donner l'image du jeune homme bien propre sur lui, du gendre idéal. Alors,
est-ce que ça suffira? Pour l'instant, il est clair que ça suffit. Si vous voulez, il faut le dire. Pour l'instant, M. Emmanuel Macron monte dans les sondages. Mais quand on va rentrer dans le cœur de la campagne, quand il y aura des débats, quand il sera face à un contradicteur, et il peut avoir des contradicteurs sérieux, hein, il peut avoir des gens qui, eux, ont réellement préparé leur programme, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit même M. François Fillon, s'il est toujours là. S'il n'est pas là, là, ça posera un autre problème. Bon, là, il sera obligé, d'une certaine manière, comme on dit en français, de sortir du bois. Et quand il va sortir du bois, eh bien, il se fera tirer comme un lapin. Le vrai problème, c'est plutôt de savoir contre qui va-t-on voter au deuxième tour. Parce qu'il y a un principe dans le mode français de l'élection. Le premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Et la question qui va se poser, c'est qui les Français auront-ils envie d'éliminer? Justement, qui va être éliminé à votre avis? Ça dépend beaucoup de entre qui se jouera le deuxième tour. Si c'était entre François Fillon et Marine Le Pen, je dirais que probablement la personne éliminée aurait été Madame Marine Le Pen. Si c'est Macron contre Madame Marine Le Pen, ça devient beaucoup plus discutable. Et en réalité, aujourd'hui, je ne peux absolument pas dire lequel des deux serait éliminé. C'est après l'élection de Trump? Ce n'est pas seulement l'élection de Trump. Si vous voulez, c'est le fait que M. Emmanuel Macron représente quand même quelque chose de tellement creux, de tellement vide en réalité, qu'à partir d'un certain moment, les électeurs français, quand ils vont être confrontés au choix, quand ils vont se dire, bon voilà, on est au deuxième tour, on est face à Marine Le Pen et face à Emmanuel Macron. Pour qui vote-t-on? Bon, d'accord. Madame Marine Le Pen, il y a des choses dans son programme qui peuvent ne pas nous plaire. Mais au moins, elle dit, elle fait de la politique depuis un certain temps. Emmanuel Macron, c'est en réalité un très grand pari sur l'avenir. C'est quoi? Comment réagirait-il, par exemple, en période de crise? On ne le sait pas. Par exemple, imaginez simplement que M. Emmanuel Macron soit président de la République le 13 novembre 2015, quand on a eu les attentats. Comment aurait-il réagi? On ne le sait pas. Et donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui va très lourdement peser sur le choix des électeurs français. Donc c'est pour ça que je dis, on ne peut pas aujourd'hui faire de pronostic sur ce deuxième tour. Donc vous voulez dire que la menace terroriste va quand même jouer un grand rôle dans le choix des électeurs? Absolument, la menace terroriste va jouer un rôle important. La question des relations internationales jouera aussi un rôle important. La politique intérieure, bien sûr, va jouer un rôle important. La politique économique va jouer un rôle important. Mais par-dessus tout, ce qui va jouer un rôle encore plus important, c'est la question de savoir comment un homme ou comment une femme vont-ils réagir en période de crise. Madame Marine Le Pen, on peut penser qu'elle est relativement prévisible. Monsieur Macron est imprévisible. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est susceptible de faire peur à de très nombreux électeurs.